Alors, dans différentes thérapies, je ne vais pas les citer toutes, mais dans différentes thérapies, cette notion de rééquilibrage est présente. On le trouve en sophrologie et au yoga, ne serait-ce que dans le travail de l'inspire et de l'expire. Tous les yogis, tous les méditants connaissent la valeur de la respiration. L'inspire et l'expire et les différentes techniques de respiration sont thérapeutiques. Donc on s'aperçoit que rien qu'avec une respiration, on peut justement commencer à rééquilibrer à l'intérieur de soi les émotions, puisque le cerveau va s'oxygéner dans la respiration et du coup les émotions vont s'équilibrer. On retrouve la polarité dans la tension et dans la détente. Les sportifs connaissent cela particulièrement, puisque en fait pour arriver à se détendre, il suffit de tendre au maximum le muscle et de lâcher. Et quand je lâche, il se détend. En sophrologie, on utilise certains exercices de cet ordre-là pour apprendre aux gens à se détendre. Et puis, il y a aussi l'ouverture et la fermeture. Par exemple, si je me tiens ouverte, je vais avoir les épaules dégagées. Si je me tiens fermée, je vais me replier sur moi-même. Et néanmoins, on a instinctivement un moment de repli et un moment d'ouverture. Et d'ailleurs, quand on travaille sa posture, on s'aperçoit que si je veux me montrer ouverte, je vais ouvrir mes épaules, et si je veux me replier sur moi-même ou me protéger de l'extérieur, je vais me recourber sur moi-même. Alors bon, on a tendance à réfuter, à rejeter le négatif. Le gros problème, c'est que nous rejetons le négatif. Maintenant, comme j'ai dit que de toute façon, dans les deux pôles, ils étaient indissociables, et même, on va dire, des vases communicants, il est important de comprendre la place que le négatif a dans la vie. Alors, à ce propos, je voudrais vous parler du film qui vient de sortir, qui s'appelle Vice Versa, où on a dans ce film, qui est pour enfants, mais en fait, je pense qu'il est quand même assez compliqué pour les enfants, mais il est largement pour adultes, c'est un dessin animé. Dans ce film, on a le rééquilibrage de la joie et de la tristesse. Donc, il y a vraiment une grande évolution dans l'analyse des émotions au niveau du cinéma et au niveau donc de la conscience des gens en général. Je ne vais pas vous raconter le film, mais il y a au départ la joie prend toute la place dans l'expérience de la petite fille et veut absolument occulter les autres, la peur, le dégoût, la tristesse. Et puis progressivement, il y a toute une relation qui s'installe avec la tristesse. Donc joie, tristesse vont travailler ensemble en binôme à un moment donné, enfin à la fin du film surtout, et on peut voir dans le film à quel point justement la tristesse a sa place. Comment de la tristesse on peut passer à la joie à partir du moment où on valide la tristesse. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ce film qui est très intéressant à ce niveau-là. Alors la colère, on est dans une société où se mettre en colère c'est pas bien. Et puis une femme qui se met en colère c'est une hystérique. Donc il y a beaucoup de jugements péjoratifs sur l'émotion, la colère. Un enfant qui se met en colère dans la rue, la maman est gênée. Alors qu'en fait la colère a plusieurs fonctions. Effectivement parfois elle est négative, mais elle a aussi la fonction, elle est un indicateur pour nous. Un indicateur que quelque chose ne va pas. Et la plupart du temps, lorsqu'on ressent de la colère, c'est qu'on n'a pas su mettre de limites et qu'on s'est laissé envahir par l'autre. Et au bout d'un moment, on se sent en colère. Donc la colère est positive parce que la colère va nous permettre de dire à l'autre stop. Et donc si je suis quelqu'un qui a du mal à dire non, à ce moment-là, la colère va me servir pour pouvoir repousser l'autre et l'empêcher de m'envahir. Après, bien sûr, l'idéal, c'est pas de se mettre en colère et de crier après tout le monde. L'idéal, c'est de savoir justement gérer la relation à l'autre et de sentir la montée de colère comme un indicateur. Et à ce moment-là, je vais peut-être agir en disant stop, tu arrêtes, tu ne m'envahis plus, bon, c'est bon. Le problème, c'est que comme on ne le fait pas ou qu'on se laisse trop envahir, au bout d'un moment, ça monte, et là, ça explose.
Et c'est ça qui ne va pas. Encore une fois, on est sur l'extrême. L'extrême ne va pas, mais si j'ai un sentiment de colère à l'intérieur de moi, je peux me dire, ah tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis en colère? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça va pas? Et à ce moment-là, je peux regarder ce qui se passe dans ma vie et je me dis, ah oui, mais là, cette personne, elle m'envahit, ou j'ai envie de la repousser et je n'ose pas le faire, j'ai peur de lui déplaire. Donc là, j'ai quelque chose à faire, j'ai une position à prendre. Idem pour la peur. La peur est un indicateur de danger. La question, c'est une peur extrême où quand on n'a pas du tout fait attention au danger en règle générale dans sa vie, ou qu'on a refoulé ses peurs, à ce moment-là, du coup, après, la peur se manifeste à tout bout de champ pour un oui, pour un non. Et on ne peut plus lui faire confiance. Encore une fois, dans l'extrême, elle n'est pas positive. Mais à un niveau juste, si par exemple une voiture m'arrive dessus, que je suis piéton, avoir peur est nécessaire pour que je recule, puisqu'il va y avoir un flot d'adrénaline et je vais avoir un réflexe immédiat. Dans la microseconde, je vais réagir. Donc la peur est nécessaire. Et la tristesse, bien sûr, je l'ai un petit peu évoqué. La tristesse, c'est une émotion profonde, qui n'est pas aussi profonde que la joie. Et lorsque l'on est triste, on est profondément en contact avec les profondeurs de son être. Alors que dans la joie, on est un peu plus extériorisé et un peu plus en surface. Donc voilà pourquoi la tristesse nous permet de nous intérioriser, nous permet d'être authentique avec nous-mêmes, nous permet de vraiment ressentir nos contenus authentiques tels qu'ils existent au fond de nous. Et les larmes, c'est un peu comme si on lavait quelque chose. Et donc, bon, toutes ces émotions négatives arrivent à travers des situations négatives, mais à ce niveau-là, on peut dire que, et je crois que toute personne qui regarde un événement de sa vie difficile peut se dire que ça a été une source de grande transformation et de grande évolution. En fait, la souffrance nous permet de passer des caps. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir pour évoluer. Mais je voudrais dire que l'homme aujourd'hui en est au stade où il aurait tendance à se mettre les pieds en éventail et ne plus rien faire s'il était dans le confort. Et c'est l'inconfort qui le réveille. Et c'est sa résistance qui crée la souffrance. En fait, la souffrance n'existerait pas autant si nous n'étions pas en résistance. En plus, la résistance va prolonger le problème encore et encore et encore, si bien que du coup, ça dure des lustres et ça fait mal pendant très longtemps. Mais il est vrai que l'inconfort qui génère une résistance va créer un réveil. Et ça va nous permettre d'évoluer. Par contre, la résistance va générer la souffrance. Donc plus je résiste, plus je souffre. Et moi, le problème pas. Et donc voilà le problème, c'est que quand je résiste, le problème persiste. Par contre, bon, je vous donne un exemple de négatif qui évolue, qui a été évolutif pour la personne, notamment Nelson Mandela. Alors, il y a un très beau film qui s'appelle Invictus. Et si vous le connaissez, bah, c'est super. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le voir. Où on voit c'est Nelson Mandela qui devient président de l'Afrique du Sud. Enfin, il faut savoir qu'il a été emprisonné 28 ans. Au départ, c'était un jeune homme très impulsif, voire même agressif, très rebelle. Il se battait contre les Blancs, voulait défendre les Noirs, etc. Et puis, bon, à cause de son excès, il a quand même été emprisonné, même si effectivement le gouvernement blanc n'était pas du tout juste. Il y a eu quand même un excès du côté de Nelson Mandela dans sa jeunesse. Il était très impulsif, très excessif, très agressif. Donc il a fait peur et il a été emprisonné. Et pendant ces 28 ans d'emprisonnement, il s'est transformé. En fait, au lieu de résister à la situation, bon, j'imagine qu'il a quand même résisté au début, mais au bout d'un moment, il a pris les choses à l'envers, dans l'autre sens. Il a commencé à en faire quelque chose de constructif.
Si bien qu'il a énormément évolué, il a énormément grandi à l'intérieur de lui en sagesse. Et quand il est sorti, c'était un tout autre homme qui avait pardonné le gouvernement blanc, pardonné les blancs, il avait été sorti du racisme et il avait vraiment une vision d'unité entre les blancs et les noirs. Donc l'emprisonnement, l'impuissance et l'injustice, parce qu'en fait il n'a pas été emprisonné pour des choses majeures, il n'y a vraiment pas de raison importante, ces émotions-là ont été transformées vers quelque chose de juste, avec une puissance, il est devenu président, et la liberté de choisir comment il veut vivre et comment il veut construire son pays. Donc, on a un exemple, il y en a des quantités d'exemples de personnes qui ont transformé une situation négative en positive. En fait, nous le faisons tous plus ou moins, mais quelquefois la résistance prend tellement de temps qu'on n'a pas trop le temps de s'en rendre compte, parce que la souffrance par la résistance va prendre le dessus dans notre mémoire. Martin Luther King, bon, également, c'est pareil, il a vraiment comment dire, il a ouvert, le monde des blacks à partir de quelque chose de négatif, à partir de l'esclavage, à partir de la domination. Donc en fait, c'est cette transformation du négatif en positif. C'est possible. Alors justement, comme j'étais en train de vous dire, pour transformer le positif en négatif, il est nécessaire de se tenir en équilibre. Dans la loi de l'équilibre, on trouve, par exemple, je l'ai illustré par cette photo, parce que dans cette photo, on pourrait croire que la personne, elle est statique. Mais en fait, tous ses muscles sont en permanence là pour la rééquilibrer. Donc, ce sont des micro-mouvements. Un micro-mouvement vers la droite, un micro-mouvement vers la gauche, son bras, pour la garder au centre. Et en fait, l'objectif dans notre vie, c'est pas de supprimer la dualité puisqu'on ne peut pas la supprimer, mais c'est de se maintenir le plus près du centre. Et en se maintenant le plus près du centre, on garde l'équilibre et on passe de droite à gauche, de gauche à droite, on passe par le centre et on reste dans l'équilibre. À partir du moment où je vais dans un extrême, à ce moment-là, je tombe. Et là, vous allez le voir dans ce dessin-là. Ah, c'est pas ça que je pensais, désolé. Dans ce dessin-là, imaginez que la vie, c'est comme un funambule sur un fil. Le funambule ne peut pas rester en statique sur son fil. Le funambule est toujours obligé d'avancer. Il est toujours obligé d'aller de l'avant, d'être en mouvement. Pour être en mouvement, il avance un pied, puis l'autre. Quand il avance un pied, il va se pencher d'un côté opposé. Quand il avance l'autre pied, il va se pencher de l'autre côté. Et à chaque fois, il repasse au centre. Notre vie, c'est la même chose. Je vis des moments agréables et des moments désagréables. Quand un moment désagréable est fini, je reviens au centre. Et je vais entamer une phase plus agréable. Quand le moment agréable est fini, je reviens au centre. Et je vais entamer un nouveau cycle dans ma vie d'inconnus, de nouvelles choses qui vont peut-être me déstabiliser, me faire peur. Et ainsi de suite. Donc, l'état d'unité n'est pas un état statique où, à un moment donné, je suis dans l'unité, dans le centre et tout va bien. L'état d'unité, c'est un état intermédiaire entre le pôle positif et le pôle négatif. Je me retrouve au centre et quand je suis au centre, je suis vraiment dans un état d'unité. Mais comme la vie est évolution, comme la vie est mouvement, à ce moment-là, je refais un pas en avant. Et dans ce pas en avant, je vais aller vers de nouvelles expériences parce que la vie est également évolution. Donc le centre, ce sont des états que l'on touche. Plus on les touche, et plus fréquemment on les touche, on les ressent
bon, plus en paix on se trouve, moins on est dans les extrêmes, plus rapidement on se retrouve au centre. Et cet état d'équilibre est quasi permanent, avec des expériences de droite et de gauche. On trouve dans notre vie actuelle, surtout avec le stress, etc., on trouve une alternance de polarité fréquente. Les moments où on est en forme, tonus, mais si on va trop loin dans le tonus, on se retrouve abattu. Pression va engendrer dépression. Le problème de la dépression ou le problème de l'abattement vient d'un extrême. La personne a été sous pression beaucoup trop longtemps, a été agitée, hyperactive beaucoup trop longtemps. Donc automatiquement, c'est la loi de l'alternance des polarités. Si je suis trop dans l'hyperactivité, je vais fatalement tomber dans l'abattement. Si je suis trop dans la pression, je vais fatalement tomber dans la dépression. Donc c'est très important d'en prendre conscience pour déjà consciemment dans sa vie de tous les jours de tenter d'équilibrer ses pôles. On trouve également un exemple dans la nature qui est très intéressant, c'est par rapport au soleil et à la pluie. Quand il fait chaud et s'il y a un excès de chaleur, il va y avoir de la sécheresse et ça c'est négatif. Quand il pleut trop, il y a des inondations et c'est également très négatif. Alors qu'une petite pluie va arroser les plantes. Un peu de chaleur va permettre à la vie de grandir. Et quand on a la fusion du soleil et de la pluie, on a l'arc-en-ciel. Donc, ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que quand on fusionne deux pôles opposés, nous n'avons pas 1 plus 1 égale 2. Nous avons 1 plus 1 égale autre chose. C'est vraiment le principe du triangle. La base de la polarité, c'est la base du triangle. Et on arrive au troisième point qui se trouve au-dessus des deux autres. L'arc-en-ciel qui représente, qui a toutes les couleurs, enfin les 7 couleurs de base, et qui n'est ni du soleil tout court, ni de la pluie tout court. Donc on s'aperçoit que quand on marie deux pôles en soi, on arrive à un autre niveau de conscience. Et on arrive à quelque chose que l'on ne pouvait pas imaginer avant. Un état différent. Alors il y a la fusion du 2 dans la biologie, car l'émergence de toute vie vient de la rencontre de deux cellules.